actuelle, mon corps et moi, on est devenus alliés. Et Dieu sait que la route a été longue pour arriver là. C'est devenu mon pilier au quotidien et ma cote d'alerte aussi. Je pense que pendant très longtemps, je l'ai complètement ignoré. Et ces dernières années, j'ai appris à écouter quand mon corps me parlait. À me dire que quand il est fatigué, quand le corps est fatigué, ça veut dire que dans la tête, mentalement, psychologiquement, ça fait très longtemps que la fatigue s'accumule et qu'elle est sortie de la sphère mentale et psychologique pour venir affecter le corps. Et donc pendant longtemps, j'ignorais complètement ça. Donc je tirais sur la corde. C'est uniquement quand quelque chose finissait par lâcher dans mon corps. C'est comme si le moteur s'arrête, tout s'arrête, donc tu es obligé de t'arrêter. C'était jamais des choses très graves, hein. Tu as un truc qui passe, musculaire, des petits accidents on va dire. Mais ça fait un coup d'arrêt et ça fait surtout quelque chose que tu peux pas ignorer plus longtemps. Donc tu es obligé de t'en occuper, tu es obligé de te donner le temps. Et pendant très très longtemps, j'écoutais pas ça en fait. J'attendais juste que on répare le problème physique et je faisais rien pour tout le reste. En fait, je pense que pendant très longtemps, mon corps et moi, on avait une relation d'indifférence réciproque, comme si on était deux entités très distinctes. J'avais l'impression que c'était un boulet en fait. C'était moi je suis lancée, j'ai mes projets, j'ai mes envies, et puis d'un coup, je sais pas, je tombe malade ou je casse un truc et je suis obligée de m'arrêter. Je suis obligée de m'arrêter parce que mon corps a un problème. Je le voyais dans ce sens-là. Et je me rends bien compte aujourd'hui que c'était pas du tout sain comme façon de voir les choses. Mais c'était très lié au fait que j'ai une relation vraiment particulière avec mon corps qui découle de mon rapport au genre. Je crois que dans une autre société, dans un autre contexte, j'aurais pas eu de problème de relation, de rapport à mon corps. Quand j'étais enfant, mon corps c'était le support de moi. Et en grandissant, même déjà avant l'adolescence, j'ai remarqué que j'étais différente. Le premier vrai choc que j'ai eu, c'était vers 7 ans. Donc j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Et quand j'avais 7 ans, vraiment, on était comme des jumeaux. Déjà, on était habillés pareil, coiffés pareil. D'ailleurs, on échangeait nos pyjamas pour tromper ma grand-mère. Ça marchait. C'est dire si on était vraiment des jumeaux. Et à cette période, il y a eu un été. Dans ma tête, c'était du jour au lendemain, mais je pense que c'était plutôt une saison. J'ai plus eu le droit de sortir torse nu. Sachant que j'habitais à la campagne, on avait un terrain de foot juste derrière, on jouait au foot, donc les sans maillot avec maillot. Et pendant très longtemps, je pouvais être dans n'importe quelle équipe. Et à un moment donné, j'ai plus eu le droit d'enlever mon t-shirt. J'ai fini par accepter de mettre un t-shirt, non pas parce que je voulais faire plaisir à mes parents, mais parce que j'ai remarqué que les garçons du village buggaient sur ma poitrine, mon absence de poitrine, parce qu'encore une fois, vraiment, j'avais rien. J'ai fait ma puberté à 15 ans bien frappée, donc à 7 ans, on était très loin. Je sentais que ça provoquait chez eux comme une gêne, comme si je bravais un interdit. On était tous d'accord que j'étais une fille, j'étais pas censée être torse nu, mais personne n'avait l'air de comprendre pourquoi. C'était grave. Et donc, pour pas déranger, j'ai fini par mettre un t-shirt en disant s'il y a que ça qui vous dérange, si c'est ça qui vous fait bugger, je mets un t-shirt. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de m'écouter moi et je me suis conformée à ce que on me disait de faire dans la société. J'avais l'impression qu'on m'a dit tous les gens bleus, c'est des garçons, tous les gens roses, c'est des filles, et toi, t'es rose, t'es une fille. Je suis ok. Et j'ai jamais dit à personne qu'en fait, moi, je voyais pas le rose et le bleu, moi, je voyais que des nuances de violet. Alors, comme les daltoniens qui voient pas le rouge et le vert, j'imagine, au feu rouge, tu vois qu'il y a une différence entre en haut et en bas. Moi, j'arrive à voir la différence entre les violets foncés et les violets clairs. Sauf que parfois, je suis pas sûre de la nuance des gens. Et parfois, moi-même, je sais pas de quelle couleur je suis dans l'échéancier de la société. J'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence avec cette représentation-là, un peu comme si j'étais une imposteur de la vie, en me disant vous avez tous l'air de savoir qui sont les bleus, qui sont les roses. Et apparemment, vous avez tous l'air de voir que moi je suis rose, ok. Mais c'était pas le ressenti que j'avais, c'était pas la compréhension que j'avais. Après, par-dessus ça, c'est rajouté l'orientation sexuelle. Mon premier crush, franchement, à 12 ans, c'était une fille. Mais on m'avait dit que quand t'aimes une fille comme ça, c'est de l'amitié. Et ça, en fait, c'est extrêmement tard dans ma vie. C'est quand j'ai découvert le féminisme, que j'ai appris l'anglais, donc j'ai pu lire en anglais, où j'ai découvert le mot queer.
et j'ai découvert les concepts de fluidité du genre, j'ai découvert la pansexualité, et même si c'est des mots, je ne suis pas forcément au clair avec toutes les définitions qui existent, enfin, je découvrais des mots qui décrivaient une réalité qui correspondait à la mienne. Je devais avoir 20 ans, 22 ans par là, enfin passé 20 ans en fait. C'était ce mot-là qui m'a permis de comprendre qu'en fait j'étais pas folle, qu'il y avait sans doute d'autres gens qui vivaient ça, de ne pas être un point fixe dans le genre, mais de peut-être être en mouvement dessus. J'avais même pas conscience que je faisais ça, et c'est pour ça que ça rejoint mon rapport au corps, c'est que c'est mon corps qui bougeait sur cette ligne-là. J'ai eu des oscillations de poids dans ma vie. Enfin, j'ai jamais eu un poids stable jusqu'à présent. Parce que justement, de temps en temps, je prends 4, 6, 8 kilos. Et de temps en temps, ça redescend. Et le déclencheur de ça, j'ai fini par comprendre que c'était lié à comment je me sentais sur le spectre. Et plus je me sens vers le masculin, plus j'avais tendance à prendre du poids, sans forcément m'en rendre compte, pas en démarche consciente, mais parce que le fait de prendre du poids, ça me neutralise. Et quand j'arrive sur des périodes où je me sens plus féminine, assez naturellement, j'avais tendance à perdre du poids. Mais en fait, c'était pas, quand je dis naturel, c'était pas tout seul. C'est un truc que je faisais contre moi-même en fait. C'est que moi intellectuellement, psychologiquement, je sais pas quel est le mot, le mouvement se fait de façon fluide. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ce terme de gender fluide, parce que c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Ce qui est beaucoup moins fluide dans tout ce processus, c'est le regard du reste du monde sur toi et sur ton corps. Je suis en train de migrer vers du masculin, mais je m'habille toujours pareil parce que ça ne change pas qui je suis, comment je me comporte. Par contre, à ce moment-là, quand je remarque des regards qui me sexualisent, donc par exemple en plein sur mon décolleté, sur ma poitrine, ça me heurte, ça me blesse. Pourtant, le regard n'est pas forcément blessant. Je ne parle pas de harcèlement de rue, enfin, c'est pas de la séduction, c'est de l'insulte. Mais je parle de quelqu'un qui me trouverait belle, qui trouverait mon corps beau, et qui du coup me le fait sentir en me regardant, quoi. Mais quand je suis dans une période où je vais vers le masculin, c'est un regard qui me heurte. Et la réaction que j'ai, c'est donc de me cacher. Et donc, déjà de commencer par me couvrir, mais en fait, quand t'as de la poitrine, ça couvre, enfin tu peux mettre plein de couches, ça couvre pas tellement. En revanche, prendre du poids, arrêter de porter des soutiens-gorge et mettre carrément des vêtements qui plaquent un peu, là tout d'un coup ça permet de de neutraliser cette apparence. C'est épuisant quand tu résistes. Et pendant extrêmement longtemps, comme je ne savais pas ce qui se passait, j'avais sans arrêt l'impression que j'avais un problème et que je cherchais une cause, une source. J'avais toujours l'impression d'être en décalage. Et j'ai fini par faire une thérapie. J'ai réussi à débloquer en une séance la clé du problème. Alors, je ne voudrais pas donner de faux espoirs aux gens qui regardent, hein, parce que en général, c'est pas une séance. C'est plutôt que je pense que j'avais beaucoup travaillé de mon côté toute seule. J'avais aussi quand même beaucoup travaillé avec cette thérapeute, mais c'est juste qu'elle m'a donné la clé en une séance. Et en fait, je suis désolée, la clé, elle est tellement évidente. Donc, dit comme ça, en fait, la clé c'est que le regard des autres ne m'appartient pas, il appartient aux autres, et que si je veux arrêter de le subir, j'ai juste à décider de m'en détacher. Et intellectuellement, je savais ça, ça ne m'aidait pas, puisqu'à chaque fois que j'étais quelque part et qu'on me regardait ma poitrine, c'est tellement bizarre, parce qu'il y a des fois où ça me fait me sentir bien, comme une personne qui est complimentée sur son physique, sur son apparence, et il y a des fois, j'ai l'impression de prendre une balle. Et je me souviens très bien avoir dit à ma thérapeute ce jour-là, je le sens, je sens que je suis en train de passer vers le côté masculin de la force, puisque je me sens mal, alors que je sors d'une période très féminine, j'ai perdu du poids, j'ai fait du sport, donc voilà, j'ai un corps très féminin, donc je sens que je migre parce que je me sens mal. Et je pense en réalité qu'elle me faisait passer par plein d'étapes pour que j'arrive toute seule
intimement, viscéralement à la conclusion que, en fait, le regard des autres ne m'appartient pas. Je vais pleurer. Ah. T'inquiète. Et je me souviens parce que je suis sortie de cette séance et je suis allée m'acheter un débardeur qui est aujourd'hui mon étalon parce qu'il est très très décolleté. Donc j'en veux à personne quand je le mets et qu'on mate mes seins parce que c'est fait pour. Mais ça me permet de savoir instantanément où je me place. Et c'est un vrai soulagement de comprendre ça parce que pendant très longtemps, je me suis torturée avec est-ce que je vais pas tout simplement me faire retirer les seins ? Parce que, puisque c'est ça le problème, quelque part, puisque c'est ça le marqueur de féminité sur moi, c'est ça qui attire le regard, c'est ça qui provoque cette sensation d'assignation, d'enfermement dans une case. Si ça se trouve, je me fais retirer les seins et je me fais par là même retirer une cible. Mais le fait est que quand moi je me regarde dans un miroir, j'ai pas de malaise vis-à-vis de ma poitrine. Parce que moi je vois pas un symbole de féminité ou de... Ouais, je vois juste une partie de mon corps, quoi, c'est tout. Et ça fait partie de moi. Et je trouvais ça violent d'en arriver à penser que retirer une partie de moi, ce serait la solution pour trouver ma place dans la société. Alors vraiment, cette séance, ça m'a... Ah, ça a changé ma vie. Mon identité de genre, c'est quelque chose dont je ne parle jamais. Et avec personne. Parce que ça me fait pleurer. Parce que trop peu de gens comprennent et que j'ai pas la force d'expliquer. C'est une vraie délivrance aujourd'hui d'avoir ce rapport apaisé. Je fais du sport aujourd'hui, mais je fais du sport de façon progressive, raisonnée, encadrée. Et je me sens bien en fait. C'est quand je passe devant un miroir, quand je me regarde, quand on me regarde, il n'y a plus cette impression de voir un inconnu. Et quand je me lève le matin et que je me sens bien, c'est un plaisir. Et quand j'ai mal quelque part, c'est une enquête. Ça, j'arrête de m'insulter et de me dire « Putain, c'est bon, qu'est-ce qui est encore lâché là ? C'est pas le moment. » Je me dis « Ok, stop, on arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Est-ce que j'ai pas tiré sur la corde ? Ouais, si, un petit peu. » Et du coup, je prends soin de moi, mais moi, l'équipe, lui et moi. Et c'est vraiment... Ça a changé ma vie. C'est des gens de 15-16 ans qui m'écoutent, qui me regardent là. J'ai envie de vous dire courage. Courage. Vous n'êtes pas seul. Moi, j'aurais voulu savoir ça quand j'avais 15 ans. Alors je vous le dis. Cette société nous fait de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de place à prendre. Donc, courage, patience, persévérance. Un truc difficile à dire, mais auquel je crois beaucoup. Pardonner aux autres. C'est que de la compréhension. Et si vous leur pardonnez, ça leur donne l'espace de venir vers vous, de revenir vers vous. Et alors pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter et endurer. C'est ok de mettre de la distance. Moi, j'ai été très distante de ma famille pendant très longtemps. Je pense que je suis toujours pas prête à leur expliquer. Mais bon, peut-être qu'ils regarderont YouTube. Donc, courage, patience, persévérance. Et prenez le temps que ça doit prendre d'apprendre à vous connaître et à vous réconcilier avec vous-même et votre corps, si c'est aussi une partie du problème. Ça prend du temps. C'est pas grave. Merci Léa. Ça va aider d'autres personnes. Et je peux te faire un gros bisou maintenant. Merci. Parce que j'aime. C'est ouf.